Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Mosley. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment bonjour tu vas? René Ruth-Fallon-Lévy. Ça va, je vais très Tu as bien. passé un bon week-end? Oui, Tu as regardé le match? Oui. C'était comment? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure à la Non, chronique tu n'as rien dit, Elvis, tu n'étais pas là. j'ai regardé le match. C'était un match quand même, on va dire, qui m'a laissé sur ma faim parce que je n'ai pas vu l'intensité qu'on attendait. Ça n'avait pas une allure d'une finale. C'était comme un entraînement, mais bon. Ça reste un match, ça reste du football, il faut être beaucoup plus sur le fair play. Moi, je ne suis pas milanais, donc je regardais le match pas avec des appréhensions, mais juste la qualité. Parce qu'on aurait quand même aimé voir le beau jeu. Ouais. Sauf que pas au la rendez-vous. dynamique qu'on attendait de la part de Milan, de l'Inter de Milan, n'était pas au rendez-vous. Ce qui peut quand même laisser, du moins, lire un certain nombre de choses. Mais bon, après, ça peut être de l'ordre de l'interprétation. Ça peut aussi être de l'ordre de l'efficacité de Paris Saint-Germain. Parce que, comme le disait Elvis tout à l'heure, ils ont pris conscience qu'ils avaient du potentiel et surtout que tous les scoreurs et marqueurs donnaient un avantage au Paris Saint-Germain parce qu'ils étaient favoris du match, du moins sur le papier. Et là, à partir de cet instant, 5-0, c'était quand même assez... catastrophique. Voilà, ça veut dire que l'Inter était à côté de la plaque. Maintenant après, on peut faire tous les commentaires qu'on veut. Paris est maintenant champion d'Europe. Voilà, ils sont maintenant magiques. Et puis, ils portent désormais une étoile comme nous à Marseille. Mais bon, mais n'empêche que c'est ça le jeu, c'est dans le foot. Attendons de voir s'ils vont pouvoir capitaliser cette victoire, même si on a commencé, comme on a pu le noter, avec des manifestations assez intéressantes. Voilà. Vous gagnez un match, vous gassez. Mais s'ils n'auraient pas gagné, ils allaient faire quoi? Ils allaient toujours casser. Mais le dernier conseil de ministre, tu l'as suivi? Oui. On a regardé le dernier conseil des ministres. C'est vrai que ce qui nous dérange de plus en plus, nous les commentateurs, c'est que ça se passe maintenant un peu plus tard dans la nuit. Après, vous avez le PDF. Oui, mais le PDF ne suffit pas toujours parce que parfois, il y a ceux qui sont... Il y a des choses... Il y a une manière de lire, tu vois, qui permet de comprendre l'esprit. Et lire un PDF, c'est comme lire un texte sans explication. Donc, quand il y a de la voix, ça donne une autre lecture de la situation et ça permet de peut-être mieux comprendre aussi un certain nombre de décisions qui auront été prises. Donc, mais n'empêche que c'est vraiment embêtant. Je ne sais pas comment le secrétariat général du gouvernement ou le secrétariat du conseil des ministres va pouvoir se battre pour permettre à ce que ça ne se passe plus à des heures indues dans la nuit parce que à 1h du matin, c'est quand même très loin de ce qu'on peut attendre d'un conseil des ministres et surtout que ce n'est que 29 pages à peu près, 29 pages. C'est vrai peut-être qu'il y a un français qu'il faut écrire qui soit compréhensible par tout le monde, mais 29 pages ne peuvent pas quand même prendre, on va dire, 10 heures, 15 heures avant pour un conseil de ministre qui s'est déroulé à 10 heures, on va lire 10 heures plus tard ou 15 heures plus tard le communiqué final. C'est quand même difficile. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce conseil des ministres a été important dans la mesure où il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises qui aujourd'hui font réagir beaucoup de commentateurs parce qu'il faut savoir que ce sont des décisions qui vont dans le sens de pouvoir permettre à ce qu'il y ait un renforcement de l'économie nationale. Beaucoup de points ont été mis en branle, par exemple il y a eu l'annonce sur la transformation locale, du moins l'idée qu'il n'y aura plus de sortie de minerais de manganèse brut du Gabon d'ici le 1er janvier 2029. C'est déjà une grande annonce dans la mesure où on sait que le Gabon est numéro 2, je crois, mondial en ce qui concerne la production de manganèse brut. Et à partir de cet instant, on a
un rôle quand même à jouer et ce minerai devrait un peu plus nous profiter, notamment dans une situation où notre pays fait face à une recrudescence de la question du chômage. Or, avec un levier comme celui-là, on devrait créer un peu plus d'emplois sur le plan local et ce n'est qu'à travers la transformation locale de ces minerais qu'on peut arriver à trouver de nouvelles niches en matière d'emploi aujourd'hui, à trouver de nouvelles, on va dire, une augmentation en termes de revenus parce que un produit semi-fini ou fini qui est exporté, c'est pas comme un produit brut. En ce qui concerne les produits semi-finis ou finis, vous avez quand même de la valeur ajoutée qui s'invite à la table et à partir de cet instant, vous avez un peu plus de revenus et ce qui peut vous garantir la possibilité d'avoir des moyens qui vous permettent d'exécuter un certain nombre de politiques publiques. Ensuite, on peut toujours se poser la question de est-ce que il y a eu une discussion avec les entreprises qui sont concernées parce que vous savez que le manganèse aujourd'hui au Gabon est exploité aussi bien par les Français que les Chinois. Les Français sont au niveau du bassin francevillien, donc qui comprend Franceville-Moanda. Vous avez les Chinois qui sont du côté de Njolé. Et vous avez aussi, je crois, des Indiens, si je ne me trompe pas, la nouvelle Gabon Mining, qui est entre Franceville et Okonja. Donc, ce sont aujourd'hui des entreprises qui sont installées, qu'on connaît, qui ont une réputation et qui aujourd'hui domptent quand même la production de ces minéraux au niveau de notre pays qui tend à devenir quand même un minerai important parce qu'il rentre dans l'alliage de plusieurs autres minéraux et à partir de cet instant, ça devrait profiter à notre pays et je crois qu'avec ces différents pôles que je viens de citer, donc bassin francevillien, Okonja, Njolé, on devrait pouvoir créer une synergie qui permettrait de venir en appui aux politiques de lutte contre le chômage de l'État, mais également de renforcement des moyens de l'État en termes de rentrée d'argent. Ensuite, on a eu également l'annonce qui a été faite sur l'importation de poulet de chair. Ils ont annoncé d'ici 2027, si je ne me trompe pas, que le Gabon devrait cesser l'importation du poulet de chair. Bon. J'ai pu lire ça et là les commentaires d'un certain nombre de professionnels du secteur, en l'occurrence Hervé Onva, que tu connais bien, et qui disait que c'était une aubaine dans la mesure où cela va replacer le secteur agricole dans les politiques publiques. Et tout le monde sait que dans le monde entier, le secteur pourvoyeur d'emploi, l'un des grands secteurs pourvoyeurs d'emploi où on retrouve une grande niche en termes d'emploi, c'est souvent le secteur agricole. Or, dans notre pays, le secteur agricole est délaissé au profit des services et ce qui crée peut-être ces déséquilibres qu'on enregistre et ce qui fait qu'on a du mal à pouvoir atteindre, malgré les programmes qui ont été mis en place ces 14 dernières années ou ces 20 dernières années, on a toujours des limites à atteindre l'autosuffisance alimentaire parce qu'il n'y a pas une véritable... Du moins, les politiques qui ont été mises en place n'ont pas nécessairement créé cette émulation-là recherchée ou n'ont pas suffisamment encouragé les jeunes ou encore les moins jeunes à aller vers ce secteur-là. Et surtout que nous avons un système éducatif aujourd'hui qui ne fait pas nécessairement la promotion du secteur agricole, mais le fait qu'il y ait la décision de pouvoir mettre en place du moins l'annonce de cette interdiction va créer quand même un effet boule de neige au niveau du secteur. Ça veut dire que les Gabonais sont appelés à aller un peu plus vers le secteur avicole et de pouvoir se former. D'ailleurs, ce sont des préalables qu'on va annoncer, qu'il fallait mettre en place des préalables qui vont dans le sens de créer un écosystème qui soit favorable et qui soit dynamique, qui soit capable de pouvoir entraîner les effets escomptés, c'est-à-dire la formation des paysans ou la formation des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, la mise en place d'un cadre qui soit de nature à pouvoir favoriser la commercialisation et tout ce qui s'ensuit, le financement et bien d'autres. Donc, c'est
véritablement un travail qu'on aura à faire. On fera l'effort d'essayer d'inviter ce dernier, donc Hervé Onva ou quelqu'un d'autre dans le secteur agricole pour pouvoir prendre du moins le pouls de comment eux ils perçoivent la chose. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, cette annonce vient à point nommé. Ensuite, il y a aussi eu des annonces en rapport avec la création de plusieurs fonds. Vous savez que nous faisons face à beaucoup de situations aujourd'hui que le pays est obligé de trouver des voies et moyens qui soient nécessaires pour pouvoir coller à l'actualité ou aux attentes des populations. D'ailleurs, il y a eu 5 fonds qui ont été annoncés, qui seront créés incessamment sous la supervision du ministre de l'économie, des finances et des participations. En l'occurrence, le Fonds national pour l'énergie et l'eau. Il aura pour mission de trouver une réponse à la précarité hydrique qu'on rencontre un peu partout, ou hydrique ou énergétique, qu'on rencontre un peu partout à travers le pays. Ce n'est pas seulement à Libreville. Les délestages que nous revivons à nouveau dans la capitale sont le quotidien des populations un peu partout à travers le Gabon. Si vous allez à Mekambo aujourd'hui, plus personne ne conserve de la nourriture. Les gens vivent au jour le jour parce que il y a des problèmes d'électricité. Comment? On vit le jour. Comment? C'est-à-dire qu'ils vont faire les courses le jour. Mais là où ils vont faire les courses, là, il n'y a pas le courant. Ben, malheureusement, je ne sais pas. Il y a le groupe. Hein? Peut-être qu'ils ont les groupes électrogènes, je pense. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, les populations elles-mêmes ne parviennent plus à pouvoir conserver les produits alimentaires chez elles parce qu'il y a des coupures intempestives. Vous avez la question de l'adduction d'eau. Moi, je prends toujours pour exemple la zone d'Onkolongum. Comment les gens qui sont en Kolongum où il y a 2 châteaux d'eau peuvent avoir des problèmes d'eau? C'est bizarre. C'est quand même, comme tu dis, bizarre. Donc, à partir de cet instant, il faut régler ce problème. Et là, nous sommes en plein cœur de la capitale, dans une zone stratégique, parce qu'en Kolongum, c'est une zone stratégique. On y rencontre aussi bien des installations de télédiffusion, téléphoniques et consorts, mais également des châteaux d'eau. Mais malheureusement, les populations à ces endroits-là n'ont pas de l'eau en continu. Donc, c'est aussi un autre problème. Vous avez des quartiers comme Kingele, Chibinchos, qui rencontrent les mêmes difficultés. Si vous allez plus loin, vous avez des villes ou des communes établies au Gabon où les gens vont encore à la rivière pour se procurer de l'eau. On n'a pas une distribution électrique comme on le dit. Et ensuite, il y a eu il y aura la création du Fonds national donc pour l'eau et pour l'énergie et l'eau. Ensuite, il y aura le fonds stratégique pour le développement de la pêche et de l'aquaculture. Bon, tout le monde connaît la question de l'aquaculture et de la pêche dans notre pays. On se rappellera encore de la proposition qui avait été faite sous l'ancien gouvernement ou sous le magistère d'Ali Bongo, où un ministre avait proposé la formation des écailleurs de poissons. Tout ce que ça avait donné comme débat. Comment? C'est tout ce que ça avait donné comme débat dans notre pays. Pas tort. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que écailleurs de poissons, ça rentre dans la chaîne de valeur de la pêche et de l'aquaculture. Parce que quand vous allez, ceux qui suivent même, rien que les documentaires, au marché de Rungis en France, qui est le marché le plus important en termes de production, ou bien de vente des produits de la mer, ben vous allez vous rendre compte que les écailleurs de poissons, c'est un métier même qui se transmet de père en fils. Donc, nous, on a toujours une vision étriquée d'un certain nombre de choses dans notre pays, à telle enseigne que même sans avoir mené des enquêtes, quand les pouvoirs publics annoncent un certain nombre de choses, eh ben, on se dit tout de suite, on veut réduire les bacheliers à écailleurs de poissons. Mais si vous allez au port Molle là à côté, moi je fais souvent l'expérience, tu achètes du poisson, celui qui t'écaille, tu as au moins 6 000 francs que tu vas dépenser parce qu'il a écaillé 3, 4, 5 kilos. Voilà. Donc, à partir de cet instant, ces gars-là ne sont pas les moins que rien. Et il n'y a pas de saut-métier. Donc, l'argent qui se font dans la journée, certains m'ont dit qu'ils vont jusqu'à 30, voire 40 000. Rien qu'en écaillant du poisson. Si dans les 30, 40 000, tu arrives à épargner 20 000 et au reste des 30 000, tu t'occupes des besoins de la journée pour ta famille et toi, je pense qu'à la fin du mois, tu as quand même quelque chose qui te permette de pouvoir payer un loyer conséquent ou bien prendre en charge convenablement les charges de ton ménage. Maintenant, après, c'est une question d'interprétation. Donc, ce fonds aura évidemment pour rôle de réguler et
créer l'incitation dans le secteur, parce qu'il faut savoir que nous avons plus de 800 km de côte, mais très peu de Gabonais sont investis dans la pêche au niveau de notre pays. Donc il faut encourager les Gabonais au métier de la pêche et de l'aquaculture. Il faut développer le secteur de l'élevage des poissons, si on peut dire ça de façon triviale, ce qui est très, très, très développé. Par exemple, si vous avez un pays comme le Cameroun, eux, aujourd'hui, on fait l'élevage même à ciel ouvert, comme on dit. Il suffit d'avoir des bacs, il suffit d'avoir une possibilité de ravitaillement en eau plus rapide. Vous faites de l'élevage de poissons sans difficulté. Ensuite, vous avez le Fonds gabonais pour l'habitat et le logement. Il est appelé à jouer un rôle régulateur et incitatif dans le secteur. Chacun d'entre nous sait que se loger à Libreville, c'est un problème. Combien de fois se loger à Moulengi-Mbinza? Je rappelle que quand je cite Moulengi-Mbinza, c'est une ville au Gabon. Donc, si on a des problèmes pour se loger à Libreville, j'imagine qu'à Moulengi-Mbinza, c'est tout un casse-tête chinois. Parce que quand on vous y affecte, vous ne savez pas exactement où vous allez trouver un habitat ou bien une maison en location pour vous abriter et arriver à avoir une situation stable. Donc, à partir de cet instant, la création de ce fonds devra permettre à ce qu'il y ait une amélioration en termes d'offres, mais également et surtout freiner la spéculation. Vous voyez, même quand vous trouvez un logement à Libreville, vous avez des gens, moins de 40 mètres carrés, vous êtes à près de 350 000 francs que vous dépensez par mois. C'est énorme. C'est énorme. Surtout qu'aujourd'hui, on ne fixe même pas les prix des loyers suivant le prix du mètre carré. On ne sait pas combien, si vous habitez un quartier comme, je ne sais pas, à Libandeng par exemple, si on vous demande aujourd'hui quel est le prix du mètre carré à Libandeng, personne ne sait. Vous allez à Bambouchine, on ne sait pas. Vous allez dans les PK, là vous allez commencer à spéculer parce qu'il y a un intérêt dernièrement où les gens vous diront entre 3 000 et 3 500. Bon, si on doit aller entre 3 000 et 3 500 dans la forêt, donc ça veut dire qu'à Libreville, on est peut-être dans des quartiers que j'ai précédemment cités, vous devez peut-être être dans les 10 000 le mètre carré à Libandeng pour que vous arriviez à des superficies où vous avez moins de 200 mètres carrés ou moins de 30 mètres carrés à 180 000, 200 000 francs. Donc, il faut arrêter la spéculation et on espère simplement que ce fonds aura véritablement à mener cette véritable politique de gestion de cette spéculation. Est-ce que selon toi, il y a des risques qu'il faut éviter pour que ce fonds ne profite pas qu'aux promoteurs immobiliers? Bon, je pense que quand on le met en place, on ne le met pas d'abord en place pour les promoteurs. On le met d'abord en place pour permettre à ce que la population puisse avoir des offres qui sont adaptées à son niveau de vie. Il faut savoir que le coût de la vie est trop cher au Gabon. Quand vous voyez le prix d'une tomate au marché, vous vous demandez si réellement nous sommes dans un pays où les gens font de l'agriculture aussi bien urbaine, périurbaine, que de l'agriculture pure et simple. Parce que vous achetez 4 tomates à 500 francs. Vous faites de ratio, donc une tomate à 125. Et parfois, elles sont de tailles différentes. Ce n'est même pas qu'il y a un prix pour vous proposer des tomates de même taille. Donc, à partir de cet instant, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce fonds ne devrait pas être d'abord au profit des opérateurs, donc des acteurs du secteur de l'immobilier ou des sociétés immobilières, mais ça devrait plutôt venir soulager les difficultés des Gabonais à bénéficier d'un logement décent et à moindre coût. Ils vont faire le même travail que la SNI? Je ne sais pas s'ils feront le même travail que la SNI, mais je pense que l'objectif d'un fonds, c'est souvent de financer le secteur. Ce n'est pas de pouvoir construire les maisons. Peut-être qu'ils seront un appui pour la SNI, parce que jusqu'à aujourd'hui, la difficulté qu'on a aussi, c'est que la SNI peine à pouvoir satisfaire l'ensemble des Gabonais. Quand vous avez un salaire de 500 000 et que vous devez acheter à la SNI, même si c'est une offre location-vente,
à 32, 33 millions pour une maison qui a réellement coûté en termes de construction, on va dire 15 à 20 millions. C'est énorme. C'est toute une... Et surtout quand on sait qu'au niveau de notre pays, les banques ne prêtent pas sur le long terme, sur 30 ans. Les banques au Gabon, c'est 5 ans. Si vous avez excédé, je crois, c'est 10 ans. Mais je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui m'a dit qu'il a bénéficié d'un prêt bancaire au-delà de 20, 30 ans. Je ne connais pas. C'est entre 5, maximum 10 ans. Donc, à partir de cet instant, demander à quelqu'un qui a 500 000, qui a au-delà des charges locatives et consorts, à une famille dont il doit s'occuper, de pouvoir donner 30, 35 millions avec un acompte de 5 à 10 millions, à un moment, c'est compliqué. Donc, et c'est tout le travail que devra faire ce fonds, c'est de ramener la gestion de la question immobilière à la taille humaine. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir tenir compte des réalités économiques des Gabonais, qu'il s'agisse du privé ou du public. Il faut qu'on sache quel type de logement irait à un agent public qui gagne 500 000, quel type de logement irait à celui qui gagne 1 million ou celui qui a 3 millions. À partir de cet instant, on ferait des offres qui vont dans le sens de pouvoir permettre à ce que chacun trouve chaussure à son pied, comme on dit. Et les gens, je pense, ils vont un peu plus s'engager. Et c'est la raison pour laquelle les gens se détournent souvent du circuit conventionnel. Vous voyez que beaucoup de gens construisent à Libreville sans solliciter les banques pour des prêts immobiliers ou encore sans aller à la SNI. Parce que les coûts qui sont pratiqués par ces structures ne sont pas de nature à pouvoir vous permettre de respirer, quoi. À la limite, vous finirez par ne même plus avoir de quoi manger sur la table, malgré que vous soyez dans une maison. Donc, ensuite, il y a le Fonds stratégique agricole qui a été également, Fonds national pour les infrastructures, qui a été aussi créé. Ce fonds, lui, évidemment, va s'occuper de tout ce qui est infrastructure publique, notamment les routes, les ponts, les établissements scolaires et sanitaires. Et l'objectif, je pense, c'est de pouvoir mettre à niveau l'ensemble des infrastructures publiques que nous avons au Gabon, qu'il s'agisse des infrastructures en BTP, donc bâtiments, travaux publics, ou encore des infrastructures en ce qui concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, la santé et l'éducation. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez bien, beaucoup de structures sanitaires au Gabon sont vétustes, ne sont plus au niveau, ne sont plus adaptées. C'est la même chose pour le secteur éducation. Vous avez des écoles qui ne sont même pas à un niveau acceptable en matière d'offres pour les élèves. Qu'il s'agisse des salles de classe, elles ne sont plus adaptées. Qu'il s'agisse même de l'offre pédagogique, elle n'est pas adaptée. Donc, il faut tout revoir pour permettre à ce que, à un moment donné, nous arrivions à un système où, quand on crée un bâtiment, on crée aussi les à côté. Vous savez qu'on a eu... Le Gabon est l'un des pays où l'extraordinaire s'est imposé, c'est-à-dire que vous construisez des bâtiments, il n'y a même pas d'endroit d'aisance, il n'y a même pas... Le parking, c'est trop demandé. Il n'y a pas de... pour beaucoup de chefs de projet, les parents d'élèves au Gabon n'ont pas de véhicule, donc ils déposent des enfants sur la chaussée. Ensuite, vous avez... bien sûr, Elvis, les installations sportives n'existent pas, ne sont pas comptées comme des installations qui devraient accompagner, par exemple, la construction d'un établissement. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez des lycées entiers où les élèves sont obligés de faire des kilomètres pour aller bénéficier d'un stade X qui a été créé par un privé ou qui appartiendrait à une école confessionnelle ou à une église ou je ne sais pas quoi. À partir de cet instant, il y a tous les risques qu'ils encourent. Donc, il faut créer des structures aujourd'hui intégrées. Vous avez aussi bien les bâtiments pour l'école, mais également les infrastructures sportives et tout ce qui tourne autour de ces infrastructures-là. La santé, c'est pareil. Combien d'entre vous sont allés à l'hôpital, ne fût-ce qu'à l'hôpital général, ont demandé à pratiquer les toilettes de l'hôpital général, on vous a dit que c'est hors service. Parce qu'il n'y a pas une offre assez importante et il faut créer des bâtiments qui soient aujourd'hui adaptés et qui soient capables d'offrir quelque chose d'assez intéressant. Les ponts, on n'en parle plus, ils sont dévalés à chaque pluie, on sait. Les routes, on connaît l'état de nos routes, donc c'est normal qu'il y ait évidemment ce fonds-là et qui va permettre de financer tous ces investissements et cela va
nécessairement créer ou booster aussi bien de l'emploi local que de permettre à ce qu'il y ait un minimum de lecture qui soit lisible en matière de développement. Ensuite, vous avez le fonds stratégique agricole. Bon, on a parlé du poulet de chair. Quand on parle de poulet de chair, on voit aussi tout l'ensemble qu'il y a derrière, l'élevage à grande échelle. Vous avez maintenant la ferme d'Ndédé, vous avez l'agriculture telle qu'on la pense dans notre pays, le manioc, les tubercules et tout ce qu'on veut. Peut-être que ça va véritablement booster au-delà des échecs qu'on a pu enregistrer avec le programme Graines. Mais ce qui va se passer, c'est certainement qu'on va un peu plus donner les moyens au secteur agricole pour que aussi bien l'État, à travers certaines structures, mais je pense aussi que les particuliers ou des promoteurs qui sont suffisamment outillés et qui montrent de leur bonne foi soient plus ou moins financés pour permettre à ce qu'il y ait une conjoncture. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.